Yaorana, bonsoir à tous. C'est l'heure du débrief. 26 minutes pour débattre des sujets qui animent la société polynésienne. Un nombre de suicides en hausse, des cellules de la honte, comme titrait la presse quotidienne il y a quelques semaines, dans un service psychiatrie à la peine au centre hospitalier, de la colère, des incompréhensions et surtout des interrogations. Je vous propose ce soir de débriefer ensemble, et dans le respect de chacun, cette douloureuse question. Quel est l'avenir de la prise en charge psychiatrique en Polynésie française? Comment soigner nos esprits? Je reçois Laurent Coulon, cadre supérieur au service psychiatrie du CHPF. Bonsoir. Bonjour. À tes côtés, Joanne Septi, tu es le chef de ce même service au CHPF. Bonsoir. Rachel Flores, présidente de la commission santé et solidarité à l'Assemblée de Polynésie. Bonsoir. Yoalana. Et enfin, Angela Rousseva, tu es psychiatre libérale. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Je ne vous cache pas, nous avions par ailleurs invité des patients qui souhaitaient s'exprimer sur le sujet, qui souhaitaient partager leur expérience et qui, après mûre réflexion, n'ont pas osé venir s'exposer ce soir. Toutefois, avant de commencer à en parler sur ce plateau, je vous propose d'écouter un témoignage d'une patiente anonyme qui a été internée à plusieurs reprises au CHPF. Elle y partage son expérience qui est clairement à charge, je le dis clairement, mais nous devions de vous le faire entendre pour lancer cette discussion. Ces propos n'engagent que sa propre expérience, je le rappelle encore une fois, on l'écoute. Moi, j'ai eu une très mauvaise expérience dans le public. J'ai été hospitalisée 2 fois au centre hospitalier de Taoné. La première fois, c'était il y a 10 ans. Ça s'est très, très mal passé. Je suis tombée en fait sur des médecins qui n'étaient pas du tout bienveillants. Ils nous traitaient mal, ils nous parlaient mal, ils me parlaient mal. Moi, je pensais que je serais à l'hôpital pour me reposer. En fait, on faisait rien. Il n'y a aucune activité. Les médecins, il faut les supplier pour pouvoir les voir, hein, parce que sinon, ils passent jamais pour vous voir, vous. Moi, en tout cas, pour ma part, je trouve que j'ai été complètement délaissée. J'ai été internée, en fait, à l'hôpital Taoné pour dépression et puis pour ma maladie psychiatrique aussi. Et c'est vrai que c'était pas chose commune. Par exemple, il y a 3 ans, lorsque je suis retournée au Taoné, c'était vraiment horrible. Moi, je pensais me reposer de nouveau. Mais en fait, c'était pas du tout le cas. Dès tôt le matin, il y a la télévision qui est en boucle et c'est impossible de se reposer. Ensuite, il n'y a aucune activité à part du coloriage, mais à 42 ans ou à 50 ans ou à 60 ans, même à 20 ans, on n'a pas forcément envie de faire du coloriage. Le soir, on a du mal à dormir parce que les autres patients font du bruit. Ensuite, on ne se sent pas vraiment en sécurité parce que moi, à l'époque, j'étais dans la zone Apapé. Donc, c'est la zone la plus soft, on va dire, contrairement aux deux autres ailes de l'hôpital, où en fait, ils accueillent des patients un peu, on va dire, mouvementés. Donc, on nous conseille de faire attention lorsqu'on doit sortir dans le jardin pour éviter de se faire agresser, tout simplement. Donc, personnellement, moi, j'ai vraiment eu une très mauvaise expérience de l'hôpital. Moi, j'espère ne plus jamais y retourner parce que c'est vraiment un cauchemar, quoi. C'était un cauchemar. En fait, les bâtiments sont entretenus, mais ils sont un petit peu vétustes. Et comme je disais, il n'y a aucune activité, le personnel est là, mais j'ai l'impression qu'ils s'ennuient eux-mêmes, en fait, parce qu'ils n'ont rien à faire. Et les patients, en fait, c'est simple, la plupart, ils sont dosés aux médicaments, ce qui fait qu'ils passent leur temps à dormir ou à faire la sieste. Et comme il n'y a aucune activité, donc ils tournent en rond. Avec les soignants, non, jamais, on n'a jamais vraiment eu l'occasion d'en discuter parce que j'ai l'impression qu'ils n'osent pas. Après, moi, j'en ai discuté plutôt avec des médecins qui sont dans le privé.
qui sont beaucoup plus à l'écoute par rapport à ce problème existant. Et donc, ils sont d'accord que tout doit être rafraîchi, même les gens, en fait, en général, même le personnel soignant. Je parle pas d'incompétence, non, non, loin de là, mais je pense que il y en a qui sont fatigués et ils ont besoin d'être renouvelés, pardon. Alors Joanne, Laurent, quand on entend ce témoignage, alors très clairement, on ne va pas faire le procès du centre hospitalier, c'est pas l'objectif de cette émission, mais on se doit d'être objectif aussi. En toute objectivité, il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans l'accompagnement des patients quand on entend ça. Oui, absolument. Alors déjà, c'est toujours très peinant pour nous d'entendre une expérience aussi négative, hein, pour une patiente. Ça renvoie quelque part aussi toujours un peu le sentiment d'un échec, hein, de l'institution par rapport aux situations qu'on doit accompagner, qu'on doit aider. Alors, Parce qu'elle utilise des mots forts en plus il y a des mots pendant effectivement cette extrêmement forts. interview. Alors, je pense qu'il faut quand même contextualiser les choses. Moi, je reviendrai un peu, effectivement, les services dont elle parle. C'est loin d'être le coupe-gorge qu'elle décrit, hein, donc je pense qu'il faut quand même être plutôt rassurant là-dessus. C'est un ressenti personnel. Mais c'est un ressenti personnel. Après, on peut tout à fait comprendre ce ressenti, et l'entendre et essayer de Le valider. Voilà. Pour autant, elle exprime des choses qui sont, je dirais, qui sont tout à fait réelles, hein, sur effectivement, notamment ce sentiment un peu d'oisiveté, de latence, le fait d'être effectivement de ne pas forcément avoir d'occupation, qui sont voilà. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille depuis un certain temps. Je parlais de contextualiser, c'est important parce qu'elle parlait d'un premier séjour, c'était il y a 10 ans, hein, si j'ai bien noté. C'est ça. 10 ans, on était en 2014. Alors, moi, j'étais pas là, mais d'après les informations que j'ai, 2014, c'était un contexte qui est relativement différent. C'était, Laurent pourra peut-être confirmer, c'était beaucoup moins de médecins. C'était, je crois, en tout et pour tout, peut-être 7 ou 8 psychiatres qui devaient gérer l'ensemble du département. Il y avait le même nombre de patients à peu près ou on était sur des un peu moins, Laurent? On avait des taux d'occupation bien plus hauts, bien plus hauts. Et Bien plus haut. effectivement, comme le dit Tony Septi, on était en termes d'effectifs médicaux en deçà, bien en deçà des effectifs que l'on a aujourd'hui. Je vais juste rebondir sur l'idée ou la notion d'activités qui sont proposées en unité d'hospitalisation. Effectivement, on a une unité d'ergothérapie qui est composé aujourd'hui de 4 ergothérapeutes et qui propose de nombreuses activités. C'est récent, du coup, ce type d'activité? Ça a été... Parce Non, que là, elle parle d'un séjour qui a été il y a 3 ans. Finalement, elle sentait aussi cette oisiveté. non, les effectifs ont été augmentés. D'accord. Ces activités ont toujours été proposées, que ce soit par des professionnels comme les ergothérapeutes ou au-delà par nos personnels paramédicaux, infirmiers ou aides-soignants. Effectivement, voilà, on pourra toujours s'améliorer sur le nombre d'activités à proposer. Effectivement, je l'accepte bien évidemment. Mais bon. Ça vous touche quand même ce type de témoignage? Je voyais aussi réagir Angela pendant la diffusion du témoignage. Enfin, en fait, non, j'étais jeunesse. Mais après, on parle souvent, enfin, après, les patients sont toujours en attente d'activité et que après, c'est tout un contexte. C'est vrai que ils ont une attente qui est différente en fonction du tempérament du patient. Moi, j'ai travaillé en CHPF et déjà, la psychiatrie est une parent pauvre partout, hein. Donc, je voulais le souligner et l'hôpital est en souffrance De manière partout, générale. de Ça, manière on en a générale. parlé à de nombreuses reprises, Donc, effectivement. c'est vrai que quand je suis arrivée, il y avait quand même des choses au CHPF, il y a des héritages qui m'ont choquée. Donc, après, je sais que Joanne était dans une certaine volonté de changement. Après, Tu valides ce qu'elle dit quand elle dit il faut renouveler. Elle en a parlé avec des médecins après, du en privé. effet, et après, il y a certainement, il y a dans les équipes, et comme je disais, c'est que les équipes, les anciens qui ont subi certains héritages, malheureusement, des personnes qui ont subi des mauvaises traitances et des négligences
On sait que entre les sous-effectifs, etc., on sait que les soignants, ils adoptent aussi, enfin, ils deviennent aussi traumatisés et ils sont dans le fiou un peu. Et donc, même s'ils voient qu'il y a un désir de changer, ils ne peuvent pas, enfin, voilà, ils sont quand même dans, voilà, Et la c'est... finalité, c'est que le patient n'est pas pris en charge comme il faudrait. Mais Alors, ça, j'allais dire, c'est un peu dans tous les il y a- hôpitaux, hein, même oui, du moi, monde. il y a deux choses extrêmement intéressantes que je trouve dans ce témoignage. Il y a deux messages clés mais qui sont en lien. Le premier déjà, c'est que ça nous renvoie à l'idée que ce qu'on oublie, ce qu'on met de côté souvent, finalement, c'est finalement voilà, ce que les patients, leur expérience, leur satisfaction par rapport à ça, et Mm. finalement les soins qu'on va leur proposer, même s'ils peuvent paraître adéquats d'un point de vue purement médical par Ouais. rapport à des problématiques de santé, est-ce que eux finalement ça leur convient? Et c'est pas seulement la question de faire du coloriage, de Mm. l'activité, de l'occupation, il y a aussi la question de l'adéquation des représentations, du discours, des mots, de la compréhension, de l'acceptation de la La culture, de notion plein de de choses. bienveillance, est-ce que elle est centrale dans un Absolument, service comme la psychiatrie? Parce absolument. que quand on est en souffrance, on a besoin de cette bienveillance. C'est une valeur qui est indispensable. On ne peut pas faire du soin psychique sans bienveillance. Les deux sont indissociables. Et Le- du coup, quand on entend, il me parlait mal, c'est quand alors, même quelque chose qui juste va pour pas. finir sur ce Oui, que je bien sûr. disais, du coup, le deuxième message qui est important, qui est lié au premier, c'est que il faut pas perdre de vue, il faut jamais oublier que des patients, quel que soit l'endroit, hein, quel que soit l'hôpital, n'importe quel pays, des patients qui passent en psychiatrie, même si on les traite, même si on les soigne, ils peuvent garder une expérience négative, même je dirais parfois une expérience traumatique, Mm. de la manière dont les soins ont été faits, même s'ils sont faits selon une rigueur scientifique, médicale, ce qu'on veut. Et donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose auquel il faut, je dirais, être attentif maintenant. Et c'est une attention qu'on déploie de plus en plus. Il y a 3 ans, on était encore un peu dans le Covid, des circonstances particulières. En 3 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place. La question des prises en charge psychiatriques, voire de la santé mentale en général, c'est une question qui est extrêmement complexe. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Et Souvent, on s'y intéresse. j'allais dire, il y a le facteur politique, mais on va Ouais. en parler avec Rachel parce que je suis désolée, hein, tu veux peut-être aller jusqu'au Non, bout, mais mais je poursuivrai après. je pense que c'est important de faire entrer aussi Rachel dans la discussion parce que cette dimension politique, elle est essentielle en fait dans cette prise en charge. Oui, bien sûr. Je voulais un petit peu revenir sur ce que dit Tante, hein, dans un contexte de soins, on va dire, parce que moi, dans mon ancien métier, j'étais éducatrice spécialisée. Mm. Et l'éducateur, quand les gens ils voient des choses, l'éducateur voit du sens dans ce qu'il fait, dans Mm. l'accompagnement à l'autre. Et ça, c'est aussi important de le souligner comme fait très bien Tante. Effectivement, le volet politique, nous, on est là. Hein. C'est la question Je- de l'argent finalement qu'on c'est aborde. ça, exactement. Mais c'est aussi nous, on est pour que la santé mentale soit une volonté politique, euh, qu'il soit intégré dans la santé globale. Et nous, quand on est arrivé au pouvoir en 2023, ça a été un des premiers budgets que nous avons voté, à hauteur de 700 millions. Alors, je vais juste reprendre les propos du ministre de la Santé par rapport à cette histoire de cellule qui a été scellée par un médecin du service. Donc, on a parlé de cellule de la honte. Le ministre a dit c'est la honte, certes, mais on fait ce qu'on peut. Qu'est-ce que... J'aimerais justement rebondir sur ça parce que justement, c'est que il y a plusieurs choses. C'est que le contrôleur des libertés de la détention a fait 2 rapports sur ces cellules cellules. en 2012 et en 2022. Personnellement, j'avais porté et discuté avec la directrice, avec l'administration à plusieurs reprises, disant qu'il y a non seulement les chambres d'isolement, mais il y a la partie fermée de Tokani qui ne correspond même pas aux règles de détention signées pour les pénitenciers de Genève. Donc, ils fument dans une pièce fermée avec les infirmiers qui sont exposés aussi au tabagisme passif. Donc, il y a quand même des règles, des réglementations d'architecture internationale pour les chambres d'isolement. Et donc, le contrôleur émet deux rapports. Et les JLD, donc les juges des libertés de détention, viennent très régulièrement, depuis
plusieurs années pour évaluer la pertinence et la prolongation de la prolongation des hospitalisations sous contrainte. Et ils ne viennent jamais évaluer les conditions dans lesquelles les personnes qui sont justement dans ces chambres de sécurité restent. C'est-à-dire que les juges, ils dépendent de l'État, ils ne dépendent pas du pays. Oui. C'est-à-dire que les juges de liberté et détention ne viennent jamais évaluer les conditions dans lesquelles les patients pour lesquels on leur demande de savoir est-ce que... Alors, quand le ministre dit on fait ce qu'on peut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres moyens Alors, aujourd'hui, justement, ni vous- on ne peut pas dire ça parce qu'en fait, c'est très simple. C'est très simple, c'est-à-dire, mais moins, une chambre par chambre. Il y a les chambres de sécurité et il y a les chambres d'isolement. Chambre par chambre, mettre une fenêtre blindée quand il y a une porte blindée et mettre un bloc métallique et donc le faire chambre par chambre. Depuis 10 ans, on aurait pu les faire parce que là, ce sont des conditions, même au niveau de la peinture, on aurait, parce qu'il s'agit... Non, Ok, attends, Joanne, c'est juste des patients qui sont sédatés, à qui on demande de faire leurs besoins sur des toilettes turques. Rien que ça, il faut juste réfléchir. La question des moyens, Oui, alors, on revient je dessus. pense qu'il faut pas tout mélanger en fait. Non, c'est c'est-à-dire- factuel. Non, mais il y a du vrai, il y a des choses à corriger quand même. Donc déjà, ces chambres, ces cellules en fait, parce que c'est pas des chambres d'isolement, hein, ça, effectivement, comme tu l'as rappelé, ça répond pas à des normes, voilà. En fait, c'est pas un secret, hein, qu'elles sont épouvantables, hein, moi je le dis, c'est connu, c'est public, il y a plusieurs rapports qui le citent, il y a plusieurs courriers, enfin c'est un sujet qui n'est pas du tout tabou. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, les pouvoirs publics sont au courant, il y a des visites du parquet, de la procureure, enfin il n'y a pas de secret par rapport à ça. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, la psychiatrie... Bah, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a Oui, dit ça, voilà. c'est ça. Eh ben, en fait, c'est simple. Il ne faut pas être dans les diacres à faucons. C'est-à-dire, on peut Oui, dire c'est effectivement, ça. il faudrait mettre une fenêtre, un peu de clim, et puis voilà. Et puis en fait, non. Parce que quand vous avez ces cellules-là, qui ne sont pas utilisées en pratique de routine, je tiens à le préciser parce que c'est très important, hein, ce n'est pas du tout un usage courant, mais qu'à côté de ça, vous avez des patients qui continuent d'arriver et qu'on manque de lits. Et que ces patients, parfois, ils ont des symptômes qui font qu'ils vont être très agités. Il y a un besoin de sécurité aussi pour les autres patients, pour eux-mêmes, On aussi en pour parlait les patients, justement pour les dans soignants, voilà. l'interview. Ouais. Rachel, juste, je vais revenir sur cette réaction que le ministre a dit en disant on fait ce qu'on peut. Nous, on fait ce qu'on peut à notre niveau. Oui. À notre niveau. Mais comme on rappelle Toté, chacun doit prendre ses responsabilités. Hein. Il y a eu des rapports qui sont sortis qui constatent. À l'époque, déjà, ça avait été constaté. Mais justement, c'est que la sédation, en fait, c'est que dans plusieurs pays, dans la majorité des pays développés, démocratiques, donc, et moi, j'ai fait quand même 3 mois au Québec, en Suisse, en Norvège, partout, on utilise que très brièvement l'isolement et donc on ne met pas les gens plusieurs jours en isolement. À l'époque où j'ai commencé en 2019, il y avait un jeune homme qui était depuis 2 ans et demi en chambre d'isolement. Et il y est resté, il est parti en unité pour malades difficiles. Il a été vacciné en France et quand il est retourné, il est retourné en chambre d'isolement. Après, peut-être il a été classé, mais il est toujours... donc, ça veut dire que ce n'est pas en pratique courante, il était quand même en pratique courante parce qu'il est resté plusieurs années en chambre Laurent, ça, d'isolement. c'est des choses qui évoluent, qu'on fait changer, qu'on veut faire changer. Docteur Rousseva fait référence à 2 rapports, juste pour corriger, du CGLPL, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, effectivement, qui sont passés en 2012, qui sont repassés au mois de mai 2022. Et pour ceux qui s'intéressent, sont des rapports qui sont disponibles sur Internet. Ces 2 rapports, juste pour nous centrer sur les cellules, effectivement, font un état édifiant des conditions dans lesquelles sont prises en charge des patients. Ce sont des conditions, effectivement, qui sont indignes. En tout cas, en 2024, on se pose cette question-là, forcément. Mais bien avant, puisqu'effectivement, Septi fait état de courriers, de moult courriers qui ont été adressés aux autorités. Donc, c'est un sujet qui est connu et qu'on ne cache pas du tout. Mais, par contre, effectivement, qu'on tente d'y remédier à ces situations.
notamment au travers du pôle de santé mentale qui va venir qui est quelque, prévu depuis déjà qui pas va mal de venir temps, hein, quelque qui a eu part du mal, 2011. il a apporter du mal à Pierre, sortir de terre, ce 2011. pôle de santé il mentale. arrive. On est en Il phase, est- on est en fin de il est- parcours, Il en arrive. phase finale, et il arrive. Et le pôle de santé mentale va venir répondre à cette problématique justement de réhabilitation, puisqu'il s'agit bien d'une problématique de réhabilitation structurelle Mhm. de l'unité de Tokani, mais pas que. Mhm. Mais des unités autres comme celle qui avait été évoquée lors du reportage de Manini, Kavika et Apapé. Mhm. Ces rapports, ces recommandations qui sont posées par le CGLPL, encore une fois, font l'objet, et c'est une chance pour nous aujourd'hui, puisqu'on en fait, ça nous permet aujourd'hui en psychiatrie, au département de psychiatrie, de pouvoir s'en servir pour pouvoir proposer des axes d'amélioration et de poser un plan réel d'amélioration de nos pratiques au sein Alors, du on va département. pas parler que de ces cellules aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres problématiques dans la question de la prise en charge de santé mentale. Je le disais en introduction, on a un nombre de suicides qui augmente. Alors, il y a eu des chiffres qui sont sortis. On parlait de 174 morts pour 100 000 habitants. Ça a été rectifié en expliquant que c'était 174 tentatives de suicide, et qui est un nombre, quoi qu'il arrive, en augmentation. Comment on perçoit ça du côté justement des commissions à l'Assemblée, du côté politique? Est-ce qu'il y a un problème plus large en fait? Parce que finalement, les gens ne vont pas bien. Bah, C'est symptomatique. nous, à notre niveau, effectivement, hein, il y a un constat, c'est que la jeunesse va de plus en plus mal, déjà. On essaie de sensibiliser à notre niveau le maximum de personnes, hein. Il faut traiter à la racine, il faut traiter avant même à l'école, à la maison. Comment c'est... Je me permets de Ouais, répondre. ouais. Il y a effectivement il y a un groupe de travail qui est très actif sur le sujet, sur la question de la prévention du suicide en Polynésie, hein, un groupe qui a débuté en avril avec sous la tutelle du ministère, qui est à proposer des solutions concrètes sur le volet de la prévention, sur le volet de Alors, c'est quoi ces l'intervention. solutions concrètes? Alors, effectivement, la prévention au milieu scolaire, moi je suis convaincu, et je le dis et je le redis, le milieu scolaire, c'est le milieu privilégié pour intervenir, effectivement, faire de la prévention. Et Angela? moi, je le répète et je le dis très souvent, je le dis parce que je suis expert près le tribunal, je dis que il faut énormément investir sur le plan du social et de la scolarité, le dépistage très précoce, parce que il y a, et ça, il y a aussi quelque chose, déjà l'isolement dans les îles où il y a, il y a La beaucoup géographie de la la Polynésie, de toute façon, géographie, est quoi il y qu'il a, arrive, il y une a problématique. aussi, il y a quand même un problème de démographie, de consanguinité. Donc, et puis en plus, il y a un isolement. Les gens sont très isolés. Ils n'accèdent pas à l'éducation. Ils sont pas stimulés. Il y a des carences. Et après, en fait, le déficit attentionnel, les grossesses Je très vais ouvrir précoces. aussi un peu des portes C'est ouvertes ça. avec le Covid, les réseaux Non, sociaux, mais, non, puis il y a quand même, il y a des grosses. grossesses très précoces justement dans ces milieux, et justement il n'y a aucun dépistage précoce, et donc en termes de scolarité, ils sont déscolarisés très tôt. Rachel, Et voilà, et ensuite c'est- Joanne. Oui. Il y a par exemple le Faretamaho, hein, le Faretamaho Il y déjà a des qui structures accueille, qui existent. qui existe. Il y a des maisons de l'enfance, il y a la maison de l'adolescence au Faretamaho. Il y a aussi les dispositifs Et qui sont surchargés, hein, pour le coup, on le sait qu'ils ont. délocalisés. Ouais. Ils sont aussi délocalisés. D'accord. Ils interviennent beaucoup aussi dans les écoles. Il y a aussi en parallèle, là, ça va être déployé pour cette année parce qu'on rentre dans la session budgétaire. Donc là, on a fait l'ouverture, la cérémonie d'ouverture ce matin. Il y a le dispositif d'école en santé. Ensuite, au sein de la DG2E, ils ont déjà le dispositif de lutte contre le harcèlement Qui est scolaire. important, qui est déjà. aussi une source de problématiques. Joanne, tu voulais aussi Oui, réagir? non, en fait, c'est très important parce que là, on sort du sujet de la psychiatrie pour parler de la santé mentale en général. Ouais. Et c'est quelque chose, C'est plus global. encore une fois, je trouve qu'on n'y accorde pas suffisamment d'importance. En tout cas, Non. souvent quand on parle de la psychiatrie, c'est soit pour dire bon, la psychiatrie fait pas assez, que fait la psychiatrie, on est trop laxiste, ou alors au contraire, on est trop sécuritaire. Il faut comprendre que la psychiatrie, elle se construit par bond, en fait, en évolution. Et on est passé de Vaiami au département de psychiatrie, c'est-à-dire une psychiatrie qui était quand même asilaire, une psychiatrie
un peu plus moderne, mais pour autant toujours un petit peu sécuritaire. Et sur les dernières années, on est quand même sur un mouvement d'ouverture de la psychiatrie. Pour autant, il y a un certain retard sur plein de domaines qui s'est constitué. Et on a la chance d'avoir ce pôle de santé mentale, ce projet qui est en train d'arriver voilà, près de son lancement, qui va permettre de rattraper ce retard et peut-être même de prendre un petit peu d'avance par rapport à des besoins, là on l'a tous rappelé, qui sont en train d'augmenter au niveau de la population. On a parlé effectivement des chiffres sur les comportements suicidaires, qui sont, je le rappelle, des projections Oui. sur 2024. Ce sont des extrapolations, ce n'est pas une vérité scientifique à ce stade. Pour autant, c'est très alarmant. Et également, on le voit aussi en termes d'activité, il y a malheureusement de plus en plus d'hospitalisations en psychiatrie qui sont beaucoup plus courtes, dans une forme différente, nécessaires. voilà, qui sont nécessaires. On est plus à traiter la crise, mais on sent que la population consulte davantage et davantage parfois pour des raisons urgentes. Et c'est aussi ça, hein, le message de ce soir. Certes, on pointe les problématiques, mais ce qui est important à dire ce soir aux téléspectateurs, c'est que rester dans sa souffrance n'est pas la solution. Il faut aller consulter, il faut aller à la rencontre des professionnels, que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé. Les expériences sont ce qu'elles sont, et je pense que tout le monde, en tout cas, essaye d'œuvrer dans ce sens-là. On va terminer là-dessus, parce que malheureusement, on arrive déjà au terme de nos 26 minutes. En termes de moyens financiers, le pays, l'Assemblée de Polynésie envisage de mettre encore plus d'argent sur cette thématique-là. Oui. Oui. Donc, c'est ce qui va être, ça va se concrétiser, hein, d'ailleurs, et c'est ce qui va être annoncé dans les prochains mois Oui. au niveau du ministère de la Santé. Donc on attend ces annonces. Laurent, tu voulais rajouter quelque Juste chose? pour revenir sur les moyens politiques, les moyens financiers, bien entendu, sur les décisions politiques qui ont bénéficié à la psychiatrie. Il ne faut pas oublier qu'il y a 3-4 ans de cela, on a fait un bond énorme en avant, notamment avec le développement de la prise en charge des patients en ambulatoire. Donc la prise en charge hors les murs, donc ça fait déjà, et merci encore une fois à la politique, au travers de la création de nombreux postes paramédicaux, médicaux, du milieu du social et autres, qui ont permis notamment le développement d'une antenne presqu'île avec la prise en charge des adultes, donc sur Travaux et sa périphérie, de la mise en place d'une équipe pluridisciplinaire de pédopsychiatrie, encore une fois, voilà, qui est rattachée vers la presqu'île, encore une fois, pour se rapprocher tout simplement des patients. Et encore, là, avec le pôle de santé mentale, voilà, c'est une réelle politique, une réelle volonté politique. On va dans le bon sens. On répond à la problématique, voilà, parce qu'on a tendance à croire qu'on est malade que à Tahiti. On n'est pas malade que à Tahiti. Les îles aussi peuvent Et là, être en c'est vraiment souffrance. l'idée d'aller vers la population. Je veux juste dire, il faut multiplier, je pense, les émissions aussi accessibles à la population, parce qu'il faut qu'elle soit plus informée. Ça fait partie de l'éducation. Donc, et il faut passer le message aux patients qu'ils ont droit de poser des questions aux médecins traitants. Ils ont droit à leur dossier, le dossier médical. Ils ont droit à l'information éclairée, et que quand ils ne comprennent pas, ils ont droit de poser des questions. C'est que voilà, parce qu'ils ont honte, ils ont peur de poser des questions, et que c'est leur droit, parce que c'est vraiment très important. Je termine avec Joanne, ce sera le dernier mot. Oui, non, le grand combat là qu'on mène à plusieurs, que ce soit au niveau du CHPF, au niveau effectivement de l'Assemblée, des ministères, c'est le combat de l'accessibilité des soins, c'est-à-dire l'accessibilité, la proximité, les soins ambulatoires, mais aussi faire en sorte que les gens n'aient pas peur de venir consulter, de demander de l'aide, et ça, c'est extrêmement important. Et je pense qu'on passe beaucoup de temps et d'énergie à ça, à moderniser aussi l'image et les soins qu'on peut proposer en psychiatrie pour que ça convienne au plus grand nombre. C'est vraiment le défi. J'espère que le message sera passé ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté de discuter de ces questions qui sont parfois sensibles et pour autant qui sont essentielles pour une société qui va mieux. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain à 19h30 sur TNTV. Bonne fin de soirée.